Désormais, rien ne pourra stopper l'enchaînement des événements qui vont suivre et qui conduiront le Titanic à sa perte. Les cales sont vides pour la première fois depuis plus de 2 ans. Le Titanic flotte enfin sur l'eau. Mais c'est toujours une coquille vide, en attendant que les menuisiers, les ingénieurs et les peintres en fassent un paquebot de luxe. Pendant ce temps, l'Olympique, le navire jumeau du Titanic, part pour son voyage inaugural. Thomas Andrews attend les nouvelles avec anxiété. Ça y est, enfin. Un télégramme de l'Olympique. Alors? C'est de Monsieur Ismay. Il émet des réserves importantes sur le navire. Les ressorts des matelas sont trop mous et il manque des portes-cendriers dans les WC. Il nous manque aussi un épluche-légumes. Félicitations, Tommy. Bravo. Mais tandis qu'on déblaye la cale du Titanic, un autre drame secoue la vie du chantier. Venez. Attention! Aidez-moi! Enlève ça, Idem, fonce au bureau. Dis-leur d'appeler d'ambulance. James Dobbin, 43 ans, est mortellement blessé par la chute de plusieurs poutres. Il meurt le 2 juin 1911. Le Titanic est remorqué jusqu'au quai d'armement. Il faudra attendre 1 an avant qu'il ne soit prêt à naviguer. Il manque encore les cheminées, les chaufferies, les ponts, les éclairages, le mobilier et les décorations. Et tout doit être à la hauteur de l'ambition du paquebot, être le plus beau du monde. Les ancres, les bossoirs et les mâts d'amarrage viennent d'Angleterre et d'Écosse, tout comme les lavabos et les baignoires. C'est la propre fonderie du chantier naval qui fabrique les moulages principaux et les lourds équipements pour les machines et les turbines qui trouveront leur place dans les entrailles du navire. Et ce sont les propres artistes du chantier naval, certains venus d'Italie, qui sont chargés des détails minutieux et des panneaux en relief ornant les murs des salles de réception. Le savoir-faire et l'excellence sont essentiels, car il faudra bientôt sélectionner le groupe de garantie, les 8 ouvriers ayant gagné le privilège de participer au voyage inaugural. Beaucoup ne connaissent que Belfast et ses environs. Ils ont peine à imaginer l'Amérique. Je vais te dire une bonne chose, William Flaherty. Oui, quoi, monsieur Millard? Je crois que t'es à mi-chemin de faire un habile charpentier. C'est à mon père qu'il faudrait dire ça, monsieur. Il est sourd, ton père. J'ai parlé de toi à plusieurs personnes. Monsieur Cunnings, le chef d'équipe, par exemple. Ça, c'est chic de votre part, monsieur. Je t'ai peut-être rendu un plus grand service que tu crois. Pourquoi donc? C'est parce que Monsieur Andrews lui a dit de recommander un charpentier et un apprenti pour faire partie du voyage inaugural. Et vous croyez qu'il a dans l'idée de nous recommander, vous et moi? Il a ça dans l'idée. Rien de plus pour le moment, Liam. Il n'y a pas un jour à perdre. Lord Peary veut à tout prix rester concentré sur le Titanic. Il ne peut pas y avoir de relâchement, pas de laisser aller. Oui, je comprends. Mais sur le chantier, l'atmosphère est de plus en plus tendue. L'Irlande s'achemine vers une crise politique. C'est grave. L'autonomie de l'Irlande, c'est admettre son indépendance. Ça ne veut pas dire se lancer à la dérive dans l'Atlantique. Sauf votre respect. Ce n'est pas comme ça que les ouvriers le voient. Ils n'y comprennent rien. Si nos projets sont une réussite, Tommy, l'avenir de l'Irlande peut être assuré pour une centaine d'années, voire plus. Fais en sorte qu'on nettoie ça, veux-tu? Le moment est venu. Pas seulement de se lever pour proclamer notre La plupart des ouvriers sont contre les projets autonomistes de l'Irlande. Les unionistes sont bien décidés à combattre les volontés d'indépendance de l'île, au besoin par la force. Des politiciens tendres et de nationalistes à la solde du peuple ici en Irlande
On fera échouer leur plan. On luttera par tous les moyens à notre disposition. Il n'y aura pas de reddition. Il n'y aura pas de compromis avec nos ennemis. Les ouvriers de ce chantier pourront former une sorte d'avant-garde. Une armée qui se battra. On parle de trahison. Qui se battra contre Et aux les yeux traîtres des ouvriers, et le traître un homme à est son impardonnable. William Peary. Un homme prêt à s'arranger avec le démon. Qui ne voyant que son seul intérêt prendra son arme. Et Un bien climat nous de haine empêcherons s'installe. ici. Il se peut que je parte à New York. New York? Qu'est-ce que tu nous inventes? Ah, c'est pas encore fait, mais Monsieur Millard dit qu'on a une chance d'être du voyage. Garde tes conneries, Liam. Ouais. Toi qui te perds à 100 mètres de la route principale, tu te fiches de nous. Ils t'emmènent pas à New York, fiston. Et puis, c'est pas ton bateau en plus, c'est l'Olympique ton bateau, depuis le début. Tu crois encore au Père Noël? Le Titanic, c'est le mien maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Alfie Cunningham? Monsieur Gilzen? Il y a longtemps que t'as promis de participer à une réunion, petit. Oh, je n'avais rien promis. C'est assez difficile. J'ai des cours là-bas à l'Institut, presque chaque soir. Tu dis c'est une bonne chose. Tu devrais étudier l'histoire de ton peuple, de tes traditions. Je suis bien d'accord, monsieur Gilzen. Et par les temps qui courent, ce ne sont pas des paroles en l'air, crois-moi. On s'entraîne tous les soirs. Faut parer à toute éventualité. Où il se croit, celui-là? On s'entraîne. Ils s'entraînent dans toutes les loges en ce moment. Paraît même qu'ils vont avoir des fusils. Ouais, quelle folie. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous veulent que le royaume reste uni? On est beaucoup à pas vouloir de l'autonomie. Oh, et tu vas te battre toi aussi? J'ai jamais dit ça. C'est la guerre civile que tu veux? On veut pas de guerre civile. Ce qu'on veut, c'est rester loyal à notre patrie. Tu sais que tu ressembles de plus en plus à ton ami Gilzen, un vrai roquet. C'est vrai alors? Il te proposerait d'aller à New York? Possible. Mais j'ai bien réfléchi. Qu'il me le propose ou non, on doit y aller. Tous les 4. En Amérique? Pour y vivre? Le docteur dit qu'il te faut de l'air sec, de l'air sain. Dans cette ville, il fait que pleuvoir. On ne quittera pas Belfast. Pourquoi? Parce que c'est chez nous, tu comprends? On ne va pas tout abandonner à cause de moi. Plein d'émigrants quittent l'Irlande chaque jour. Et ça n'a pas de rapport avec toi. Cette ville, ce chantier, il y a quelque chose de mauvais dans l'air. J'ai plus envie de vivre ici. Mais à bord du Titanic, on pénètre dans un autre monde, à 1000 lieues de Belfast. La vision de Peary prend corps. Pour ceux qui l'ont construit, le Titanic est un paquebot de rêve. T'as vu ça, mon petit Alfie? Le Titanic est magnifique. On a vraiment construit tout ça? Toi, moi et un ou deux autres. Il s'est pas construit tout seul, ça c'est sûr. Oh non, mais il est grandiose. Solide. On dirait qu'il a toujours existé. Il est indestructible. Et puis peut-être qu'il est trop beau pour des gens comme nous. Hein, Liam? Mais soudain, c'est la catastrophe. La coque de l'Olympique est perforée lors d'une collision avec un croiseur de la Royal Navy, le HMS Hawke. La proue renforcée du vaisseau de guerre laisse une entaille de 3,5 mètres sur le flanc de l'Olympique. 11 de ces immenses plaques métalliques et son système de propulsion sont endommagés. Le coût des réparations est estimé à 250 000 livres, l'équivalent de 25 millions d'euros actuels. L'onde de choc se répand dans Belfast. En effet, l'homme responsable de l'incident n'est autre que celui auquel sera bientôt confié le gouvernail du Titanic, le capitaine Smith. Le commandant du HMS Hawke a voulu s'approcher. Il est venu trop près et a perdu le contrôle. On accuse maintenant ces paquebots d'être des monstres des mers, trop gros pour être manœuvrables.
Et avec les photographies, il est facile de constater lequel des vaisseaux a subi le plus de dégâts. Mais les constructeurs du Titanic savent s'y prendre avec la presse. L'essentiel, c'est que l'Olympique sort presque indemne de la collision. Imaginez ce qui serait arrivé à d'autres vaisseaux s'ils s'étaient fait littéralement embrocher. Disons le Mauritania. Tandis que l'eau l'envahirait. Son pauvre équipage s'évertuerait à courir dans tous les sens pour tenter de fermer les portes qui séparent chaque compartiment et empêcher que l'eau monte. En vain, naturellement. Mais nous, chez Harland & Wolff, pour y parer, nous avons conçu un système automatique de cloisons étanches. On abaisse une commande, les cloisons scellent tout hermétiquement et le navire reste à flot. Les portes étanches ont fait couler beaucoup d'encre. C'est un concept que Harland & Wolff a emprunté à un concurrent allemand. Une chose est sûre, elles fonctionnent à la perfection. Dès que de l'eau est détectée à bord, une commande s'abaisse automatiquement. Et toutes les portes étanches du navire se ferment partout à la fois.